je suis maître de conf ici à l'INSA, au département télécom. Il y a des anciens étudiants, vous ne m'avez pas eu, je suis arrivé seulement il y a 6 ans. Ce qu'on fait dans l'équipe de recherche, donc quand je ne suis pas en train de donner cours, on est sur un projet financé par SPI notamment, Huawei et Swisscom, et on fait de l'automatisation de détection d'interruption de service ou de disruption de service, où le déploiement en cours est chez Swisscom sur leur service VPN. Et la contrainte principale, c'est que de l'open source et du standard. Pourquoi ? Parce que c'était un requirement fort de chez Swisscom. Et donc, comme tout ce que je voulais vous dire, les gens d'avant l'ont déjà raconté, je vais plutôt me focuser sur les galères qu'on a eues à l'IETF et pourquoi c'est un peu compliqué de faire ça à l'IETF. Okay. Dans un environnement multi-vendeur, avec des requirements qui ne sont pas spécialement les mêmes pour tous les clients qui vont les présenter à l'IETF. Mais vous n'allez pas être surpris si vous venez du monde SDN, parce qu'en fait, vous allez tout reconnaître, c'est juste la terminologie qui a changé. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'IETF ? On a un organisme, un working group à l'IETF qui s'appelle SANE, qui cherche à définir des méthodes standards pour décrire des intentions de configuration de services. Donc, on va décrire nos services. Puis, on a toute l'area opérationnelle de l'IETF qui va définir des modèles de définition de configuration ou d'observation d'état pour tous les devices qui sont déployés dans le réseau. Et puis sur base de l'intention, on va définir, alors c'est aussi couvert par toute l'area opérationnelle de l'IETF, des modèles qui vont nous décrire des intentions de configuration pour le réseau. Donc on a décrit ce qu'on voulait faire avec le réseau, on a décrit à quoi ressemble le réseau maintenant, et sur base de ça, on en découle des intentions de configuration pour le réseau. Ensuite, de l'orchestration, que l'IETF couvre très peu. Donc on a fourni NetConf et des modèles, mais on n'a pas d'orchestrateur défini ou livré par l'IETF. Ensuite, on observe le réseau, et puis il se passe quelque chose dans le réseau. Là, en l'occurrence, la raison derrière ce projet-là, c'est une panne chez Swisscom, où la partie magique, où on observe le réseau, qu'on se rend compte de ce qui se passe dans le réseau, avec ce que l'IETF nous a fourni, nous permet de régler le problème. Et là, grand souci, c'était incompréhensible, et il y a eu 4 heures d'interruption sur une des pannes. Pour un client qui était un peu critique, c'était les services des urgences en Suisse. Et donc le CTO allait s'excuser au journal de 20 heures en Suisse. Et donc il est retourné voir ses équipes et il leur a demandé comment se fait-il qu'un problème aussi net n'est pas réglé. Enfin déjà que c'est les urgences qui ont appelé Swisscom pour prévenir qu'il y avait un problème, le Swisscom ne s'en était pas rendu compte eux-mêmes. Et donc Swisscom a mis en place une équipe et une collaboration pour essayer de régler que ça n'arrive plus. Okay. Et donc l'idée c'est de détecter les interruptions de service chez le client, avant le client. Et donc, Swisscom débarque à l'IETF et ont des grands yeux parce qu'ils se rendent compte de la lenteur du process de l'IETF, du niveau de politique nécessaire pour pouvoir convaincre les vendeurs et les opérationnels autour de la table dans les working groups d'arriver à un modèle qui a le motto de l'IETF, c'est Rough Consensus and Running Code, donc que tout le monde s'entende sur un modèle, et puis du code derrière qui prouve que le modèle fonctionne. Et ça, en fait, à l'IETF, il n'y avait pas. Et donc, grand désespoir, et on se retrouve dans une situation, en fait, où on se rend compte que le concept même de modèle Yang défini par l'IETF, standard, et marchait très bien pour des opérateurs réseau qui venaient du monde du routage et pour lesquels c'est évident qu'il y a une seule spécification d'un protocole de routage pour les routeurs, que ce soit du Cisco, du Juniper, enfin les différents Cisco, du Juniper, du Nokia et Huawei. Arriver à un consensus sur la config, ça veut dire réduire au dénominateur commun pour cette configuration et pour l'observation sur lesquels les vendeurs vont pouvoir s'entendre. Et donc, quand on essaye de définir un modèle à l'IETF, mes étudiants qui en définissent pour l'instant savent de quoi je parle, en général, le modèle arrive en RFC quand ils sont partis dans l'industrie, que la thèse est finie, parce que ça prend 3 ans, 4 ans de débat. Par contre, ils sont extrêmement robustes
Parce qu'on a 50 personnes qui tournent autour du modèle, qui critiquent, et donc les modèles produits par l'IETF sont d'une énorme qualité. On n'a pas d'update à un modèle comme on voit dans les modèles propriétaires, un update sur un modèle qui a le même nom, tout a changé et le numéro de version reste le même. Je vois Nokia qui rigole au fond de la salle. Ça arrive. Oui. Ça, l'IETF, ça n'existe pas. C'est extrêmement robuste. Par contre, c'est extrêmement lent. Et donc, les opérateurs qui arrivent avec des nouveaux requirements, si on veut respecter leurs besoins et rentrer dans un process standard d'établissement de modèles Yang, les déploiements vont se retrouver délayés de 3-4 ans. Donc ils ne les adoptent pas. Donc ils font avec la réalité des choses et ils suivent les modèles propriétaires des vendeurs. Donc on a de très beaux modèles IETF Yang que personne n'utilise. Mais ils sont communs, mais personne ne les utilise. Et donc, on est obligé de faire avec la réalité des choses, c'est des modèles non Yang. Alors on a de l'open config et puis on a des propriétaires et qui sortent un peu toutes les équipes d'ingénierie de nos vendeurs. Et donc eux, ils sont très rapides, vous voyez, on les reçoit directement avec les nouvelles fonctionnalités. Et évidemment, c'est les seuls avec lesquels on va pouvoir travailler parce que un problème fondamental pour un vendeur qui se match sur un modèle établi par consensus, c'est qu'il ne peut pas être créatif. Donc, à même footprint, même performance générale pour un routeur, si le vendeur ne peut pas faire des fonctionnalités qui le différencient par rapport à celui d'à côté, son business est un peu menacé. Et donc, il y a un mismatch entre business, marketing, créativité des ingénieurs qui définissent les plateformes de forwarding, et le mode très robuste et commun de l'IETF. Et donc pour pouvoir gérer ça, il faut de l'intelligence, et donc il nous faut des mappings. Et il faut aussi pouvoir abstraire ce que les routeurs nous racontent pour avoir une vue du réseau qui est multivendeur ou indépendante du vendeur. Et ça, l'IETF commence à le comprendre. Donc, de par les récurrentes plaintes émises par Swisscom notamment, NTT aussi, Deutsche Telekom, de l'absence de réalisation par l'IETF que ce modèle de modèle unique ne convient pas. Le Working Group NMOps a été établi, donc c'est la 3e ou 4e fois que NMOps se rencontre maintenant, où là l'idée c'est de faire face à la réalité des choses, savoir qu'on n'aura pas un seul modèle pour toutes les implémentations de protocoles, et que l'IETF doit aider à ce que cette magie soit réalisable par les opérateurs sans trop d'investissement. Donc on doit changer notre façon de faire des modèles, changer notre façon d'aider les opérateurs à utiliser les protocoles qu'on configure, définis par l'IETF et qu'on configure avec des modèles définis par chacun des vendeurs, et de faire en sorte que ce travail ne soit pas trop coûteux pour les opérateurs. Alors pour ça, il y a un futur working group qui va s'associer à NMOps. NMOps, en fait, c'est les opérateurs qui viennent râler. En gros, ils viennent expliquer les architectures. Donc, on ne produit pas de standard, enfin, ça vient, ouais, mais c'est les opérateurs qui viennent expliquer les galères qu'ils ont eues en opérationnel, donc des pannes, des interruptions de service, où ils jugent que c'est le fait de l'IETF que leurs pannes ont été difficiles à gérer. Ouais. Et donc l'idée de NMOps, c'est de définir des architectures pour guider les opérateurs à pouvoir automatiser la détection d'anomalies en ce qui nous concerne et d'autres opérations à automatiser pour d'autres opérateurs qui viennent participer. Et ce qu'il en a découlé, en fait, c'est que l'IETF doit travailler et doit accepter la réalité des choses. Et pour ça, on a un working group, je vous prie de le suivre, c'est le working group Onions, qui n'existe pas encore, donc il est encore à l'état de discussion dans les bars autour de l'IETF pour savoir ce qu'il va faire. Et lui, il va essayer de fournir des abstractions de comportement du réseau, où on va essayer de faciliter le travail de l'opérateur qui a 3 vendeurs et 4 modèles différents, et qui va essayer de produire des modèles qui sont représentatifs du service et du comportement du réseau, plutôt que de l'implémentation unique de l'opérateur. C'est une révolution pour l'IETF. Le working group n'existe pas encore parce que, bien entendu, comme à l'IETF, personne n'est d'accord sur comment le working group va pouvoir procéder. Et donc nous, en tant que chercheurs, on essaye de, comme on doit, dans nos contrats, enfin, vous voyez, INSA, le A, c'est appliqué, on livre à la fin, on va râler aussi parce que, pour l'instant, notre sentiment, c'est qu'on n'arrive pas à faire notre travail. Et que donc, il y a un monde où il faut acheter des outils à des vendeurs,
pour pouvoir essayer de faire ce travail. Et alors même si tous les vendeurs nous disent qu'ils ont leur propre solution pour le faire, c'est très difficile pour, par exemple, Nokia d'investir dans une BU qui va faire des mappings entre des modèles de chez Cisco et leur modèle à eux pour avoir leur orchestrateur qui va configurer leur réseau. C'est juste impossible. Donc, il y a quelques années, j'aurais espéré que TLF fasse le travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse... Ah, oui, Jérôme, oui. Par contre, malheureusement, Jérôme l'a acheté. Initialement, à l'acquisition, il devait rester très indépendant du vendeur, mais on connaît la réalité des choses. Vas-y, interviens. Ah, vous ne pensiez pas qu'ils allaient rester indépendants? Enfin, nous, de l'extérieur, c'était la communication qu'on nous avait faite, c'est qu'ils allaient rester indépendants. Vas-y, interviens. Ok. Oui. Je fais diversion, du coup, Onion, ça veut dire quoi? C'était extrêmement créatif, je ne l'ai plus là. Faut se renseigner. C'est un mix, c'est des Anglais et des gens de chez vous qui sont derrière là. Et Rob Wilton fait un très bon travail pour aller essayer de mettre du sérieux dans ce qui est en train de se passer. Ouais, merci d'ailleurs, tu diras merci à Rob de ma part sur tout le travail qu'il a fait. Donc, ouais. On essaye maintenant d'avoir des opérateurs qui dirigent Ops plutôt que des vendeurs, mais Rob représente très bien ses clients, c'est pour ça que je fais un petit aparté là-dessus. Et donc l'idée, en fait, c'est de fermer la boucle avec ces deux working groups, c'est d'avoir des abstractions qui font en sorte que la magique puisse s'opérer à plus faible coût que maintenant, et sans devoir acheter un vendeur qui ne veut pas supporter les autres. Et finir la boucle en allant, quand on a détecté une interruption de service pour un service rendu à un client, donc dans mon cas dans le VPN, soit réparer le service, ou soit se rendre compte qu'on ne peut pas le réparer étant donné l'état actuel du réseau, et donc changer le problème en revoyant les intentions de service qu'on donne à l'orchestrateur pour redéfinir des nouvelles intentions de service. Alors j'ai mis un petit bonhomme parce que j'aimerais bien que ce soit tout automatisé, on est en automatisation, mais il faut rester réaliste. Chez Swisscom, pour l'instant, vu ce qu'on leur a donné, nous et leurs vendeurs, on n'ose pas encore automatiser la réparation du problème, sauf quelques cas particuliers, par exemple reconfigurer une policy segment routing V6 pour faire face à un bottleneck qu'on a créé après une panne, c'est des choses qui sont tout à fait automatisables. Orchestrer des rollbacks de config de déploiement d'upgrade qui ne se sont pas bien passés, non, il y a de l'humain qui reste. Quoi. Ouais. Ce qu'ils nous ont demandé plutôt, c'est quand on détecte une anomalie, d'être le plus expressif possible et le plus condensé possible pour que l'opérateur réseau, quand on lui envoie une alerte sur un état de service, puisse comprendre rapidement ce qui est en train de se passer pour qu'il puisse faire son travail d'être humain sur le réseau. Ouais. Et un souci, on en discutait, c'est le disconnect que ça crée quand l'opérateur humain est en état d'urgence entre l'état actuel du réseau et l'abstraction qu'on se fait du réseau sur base de nos intentions. Quoi. Quand il y a de l'humain qui vient faire de la CLI parce que le client est en train de casser, il y a un disconnect à gérer qui n'est pas spécialement toujours évident. Alors j'ai l'air très négatif. Par contre, tu pourras en attester, à l'INSA, on a compris qu'un réseau, c'est devenu un réseau qui s'opère avec énormément d'automatisation. Déjà, tu es diplômé il y a 4 ans. Donc, nos cours de gestion, je ne corrige plus jamais de config de routeur. Oui, mes étudiants ne me rendent plus jamais de config. Ce qu'ils me rendent, c'est un design de fichier d'intention et du code qui configurent le réseau sur base du design du fichier d'intention qu'ils font. Donc nos étudiants ne sont plus évalués sur de la config, ils sont évalués sur du code qui fait de la config et les bonus s'obtiennent. Alors maintenant qu'ils utilisent ChatGPT pour faire leur code, ce qui était bonus avant, c'est devenu la base maintenant. Vous voyez, et donc maintenant ce qu'ils essaient de faire, c'est de comprendre le réseau et être résilient sur quand il y a des changements dans le réseau pour que leur outil fonctionne pas... je vais essayer de rester poli, pousser la config et puis prendre les points, mais pousser la config et puis faire changer le réseau et s'adapter à ce réseau. Quoi. Donc nos étudiants encore à l'école ont déjà bien compris que leur boulot, ça va être c'est un boulot d'informaticien qui a compris les technos de réseau et qui sait faire des projets de SI pour gérer ce réseau. Alors si on part en mode SDN, en fait, à cette altitude-là,
c'est qu'une question de terminologie. On a exactement les mêmes problèmes. Les configs ne sont pas standards, alors c'est encore pire que en mode IETF. L'information qu'on collecte n'est pas standard, et ça ne le sera jamais. Parce que je pense que les vendeurs, sauf si on... Quand SDN s'est pris ce délire académique américain de vouloir retourner dans les années 90 à dire SDN, c'est je programme mon data plane de boîte en boîte tout le long du chemin, etc. Alors là, on pourrait se dire que les API seront standards, mais maintenant que, l'industrie a compris que ça ne marchera jamais, et que donc SDN est devenu une techno raisonnable, qui en fait, finalement, pour moi, je la vois comme de l'automatisation de la gestion de mon réseau, avec du segment routing. Enfin, moi, je suis plutôt cœur de réseau, donc pour moi, je ne vois pas mes technos de data plane changer, je vois le management changer, et c'est ce que moi, j'appelle SDN, en fait. Et donc, ce que je vois dans le monde SDN, c'est exactement les mêmes architectures, exactement les mêmes process, juste une terminologie qui change. Mais par contre, des ingénieurs qui sont de la génération où ce n'est pas des ingénieurs réseau qui sont obligés de faire de l'informatique, mais c'est des informaticiens spécialistes réseau qui savent mener à bien un projet d'automatisation, qui savent faire du code qui tient la route, qui évolue. Et donc, finalement, je finis sur une note très positive. Je pense que la mouvance SDN aura changé l'ingénieur réseau et fait en sorte que on va peut-être arriver à cette automatisation. Je ne suis pas sûr que ce petit bonhomme va disparaître avant un bon bout de temps, mais on y arrive. Donc, si vous êtes intéressé, je vais traîner un petit peu après, si vous voulez rentrer dans les détails de... nos difficultés à l'IETF. Mais je trouve que c'est bien d'apprendre des erreurs. Il y a 20 ans d'expérience derrière Yang. Benoît Claise a fait énormément de travail, chez Cisco avant, à l'IETF maintenant. C'est lui qui est derrière, c'est lui qui est de Syscom pour créer tout ça. Donc on voit que les vendeurs ont bien compris que les opérateurs vont pas les lâcher sur ce mode-là. C'est juste qu'il faut qu'on s'entraîne un peu pour pouvoir faire disparaître le petit bonhomme. Merci.